Effectivement, la conférence consistait à vulgariser auprès des médias congolais l'idée que la proposition de loi de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté est bien sur la table. Elle se trouve au niveau de l'Assemblée nationale. Nous attendons que l'Assemblée nationale puisse programmer les débats entre députés en toute transparence et qu'il y ait donc vote. Nous allons nous incliner simplement devant le vote de l'Assemblée nationale. Et c'est un début que nous avons fait aujourd'hui pour relancer l'idée, mais également nous allons faire le tour de toutes les provinces de la RDC pour sensibiliser la population, la communauté des étudiants, des professeurs, des intellectuels, pour qu'ils sachent que la loi existe et quel est le bien fondé de la loi et pourquoi nous nous battons pour que la loi soit adoptée. Nous voulons lever tous les malentendus parce qu'il y a des esprits malveillants qui sèment le désordre dans les têtes des gens en disant que cette loi, elle crée la division, la discrimination et qu'on est contre les gens de telle ou telle nature. On a voulu démontrer donc à tout le monde qu'il ne s'agit pas de tout cela. Nous voyons simplement l'intérêt de la RDC, nous visons la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et nous voulons que le pays soit dans de bonnes mains pour qu'il se développe dans l'intérêt de tout le monde. Merci beaucoup. Votre nom, votre organe de presse. Étant donné que la souveraineté est un bien précieux sans lequel la RDC cesserait d'exister en tant que pays, faisons le nécessaire pour protéger notre patrimoine commun tout en le préservant pour les générations futures. Car nous allons passer, mais qu'est-ce que nous allons léguer pour les générations futures? Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, pour terminer, les Congolais sont en droit de rêver d'un Congo meilleur par rapport à celui que nous avons aujourd'hui. Nous avons droit de rêver du bonheur dans notre propre pays, à l'instar d'autres peuples du monde comme les Américains, les Français, les Japonais, les Chinois et les Sud-Africains. Nous sommes à même d'échanger notre destin commun et de vivre mieux dans ce Congo qui a tant fait pour nous tous et nous a tout donné. Mon rêve à moi est celui de chaque Congolais et de tous les Congolais. Le rêve consiste pour un Congolais à ne pas émigrer à l'étranger, à rester chez lui au pays, à y vivre en paix, en sécurité et en toute tranquillité, car nul n'est mieux ailleurs que chez soi. Le rêve pour la jeunesse congolaise est d'étudier au Congo dans de bonnes conditions pour acquérir des connaissances permettant d'être compétitif par rapport aux autres citoyens du monde devenus un village planétaire aujourd'hui. Le rêve est d'avoir des soins médicaux de haute qualité en RDC et de vivre mieux et le plus longtemps possible. Le rêve congolais est de trouver du travail bien rémunéré en RDC après avoir terminé ses études et de s'acheter une maison et une voiture avec son salaire gagné à la sueur de son front. Le rêve est de rouler dans sa voiture sur des autoroutes allant des bombes en Ganajika, de Sakania à Zongo, de Lissada à Beni, de Goma à Kibi, de Lodja en Kamba, de Lubumbashi à Kinshasa ou de chez soi à n'importe quel coin de la République. Le rêve est de manger à sa faim et de nourrir et habiller sa famille dignement, d'acheter des produits fabriqués en RDC sur base de matières premières congolaises. Le rêve est de restaurer l'intégrité territoriale, l'état de droit et la justice de manière à vivre en toute sécurité n'importe où dans le pays, sous la protection d'une police, d'une armée et des services de sécurité dans lesquels les citoyens ont confiance. Le rêve est que la RDC cesse d'être la république de fils et de filles à papa, où l'ascension sociale se fait sans mérite et de façon héréditaire. Le rêve est que notre pays redevienne la République démocratique du Congo, où la promotion sociale est basée sur la méritocratie et où tout le monde a une chance égale de s'épanouir dans la société. Et finalement, le rêve congolais est que la RDC retrouve sa dignité, sa respectabilité et ses lettres de noblesse. Notre rêve commun en tant que Congolais est de créer au cœur de l'Afrique un pays plus stable, plus prospère et plus équitable, plus beau et plus fort qu'avant. Mais même avec la bonne volonté du monde, personne d'entre nous, Congolais, ne peut réaliser seul ce rêve congolais. Nous ne pourrons réaliser le rêve congolais qu'en nous mettant et en travaillant ensemble comme citoyens d'un pays indépendant et souverain dirigé par l'un d'entre nous,
car l'union fait la force et crée des synergies. C'est pour réaliser ce rêve congolais avec la participation de tous les Congolais et de toutes les Congolaises que je vous demande de soutenir la proposition de loi Tchani en verrouillant l'accès à la présidence de la République et aux fonctions de souveraineté nationale et en adoptant le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine qui redonnerait la nationalité congolaise à tous les compatriotes qui l'ont perdu. De cette façon-là, nous allons réunir toutes les ressources humaines, des qualités qui sont éparpillées à travers le monde pour développer le pays. Nous ne devons perdre aucun Congolais. C'est en privilégiant l'intérêt collectif que nous bâtirons un pays où il fait bon vivre partout, un pays qui donne des chances égales à chacun et chacune de nous, sans exception et sans discrimination, conformément aux vœux et à la vision de Patrice Emery Lumumba et d'autres martyrs de l'indépendance qui ont été assassinés ou tués pour notre souveraineté nationale. Je vous remercie de votre aimable attention. Je suis de père et de mère. Bien. Bien. Micro. Indiquer que vous trouvez qu'il y a des similitudes entre ce que je propose aujourd'hui et ce que propose Marine Le Pen. Je suis content que vous ayez relevé cela. Marine Le Pen, que je connais personnellement, est une personne très nationaliste, parfois mal comprise dans ce qu'elle dit, mais je pense qu'elle aime sincèrement son pays, la France. Elle aime la France et moi je ne peux pas lui reprocher cela. On a connu aux États-Unis le président qui aimait aussi beaucoup leur pays. Vous avez suivi John F. Kennedy, Barack Obama et tout ce monde-là, au même titre qu'ils ont le droit d'aimer leur pays et de faire ce qui est bien pour ce pays-là, quel que soit ce que le monde entier peut penser. J'ai aussi le droit d'aimer mon pays et j'aime profondément la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Donc si vous trouvez qu'il y a des similitudes dans l'amour que chacun de nous, en tant que leader, a à l'égard de son pays et de son peuple, je suis content que vous ayez relevé cela. Maintenant, la question de chasser les Belges. Non, nous avons réclamé l'indépendance pour des raisons que nous connaissons. La gestion du pays par les colonisateurs a été décriée non pas simplement en RDC, mais à travers le monde entier. Et il ne s'agissait pas simplement, c'était un courant. Il ne s'agissait pas simplement de la RDC, il s'agissait donc de demander d'être souverain au niveau des pays africains, au niveau des autres pays du monde qui étaient des colonies, des pays étrangers. Et nous ne regrettons pas cela, même si depuis 1960, au lieu de transformer notre pays en une île de prospérité qui allait profiter à tout le monde, en tant que pays, nous avons commis des erreurs de gestion. Mais moi, personnellement, je ne regrette pas la décolonisation de la RDC et de l'Afrique. J'ai dit simplement qu'à partir de maintenant, faisons en sorte que nous réussissions en tant que pays souverain en évitant les erreurs de gouvernance que nous avons connues jusqu'à présent, des guerres fratricides qui ne nous ont pas très avancé, et en nous concentrant maintenant sur l'essentiel qui est le développement économique et social du pays, qui va profiter pas à un individu, pas à sa famille biologique ou politique, mais à tous les Congolais sans exception. Donc, ce que nous devons faire, c'est créer cet environnement pour que chacun de nous participe à la reconstruction du pays sans exclusion, et nous allons réaliser de meilleurs résultats. Maintenant, est-ce que la loi que je propose élimine certains Congolais? Non, elle n'élimine pas les Congolais. Je dis ceci, je dis que nous sommes un pays de 105 millions d'habitants, à supposer même qu'on crée des emplois même pour les enfants qui viennent de naître, 105 millions d'emplois. Je dis que tous les Congolais ont droit de tout faire dans leur propre pays, tout faire dans leur propre pays. Ils peuvent devenir des médecins, des économistes, des professeurs, des hôteliers, des entrepreneurs, ainsi de suite. Ils peuvent tout faire, des présidents des clubs de football et j'en passe. Mais il y a quelques postes simplement, une quarantaine au maximum, qui sont des postes de souveraineté que nous voulons verrouiller dans l'intérêt du peuple congolais pour nous assurer que le pays va toujours être dans des bonnes mains et qu'il n'y ait pas de risque d'infiltration à ce sommet-là. Parce que si ce risque-là se réalise, nous sommes mal partis. On peut balkaniser le pays. Et d'ailleurs, je suis surpris, moi, que cette question soit soulevée en RDC. Vous savez quoi? Dans d'autres pays, un Congolais, on ne peut même pas le regarder comme étant une possibilité de diriger ce pays-là. Ça n'existe même pas. Je vous donne l'exemple
parce que vous avez mentionné donc des Belges. Un enfant qui serait né, je prends un cas hypothétique, d'une combinaison entre le roi des Belges et une femme congolaise. Cet enfant-là, il ne peut pas devenir roi des Belges. Vous êtes d'accord? S'il ne peut pas devenir roi des Belges, pourquoi voulez-vous qu'il devienne le roi de la RDC? Donc nous devons être très clairs. Cet enfant est le nôtre. Il peut tout faire en RDC. Il peut devenir ministre des Sports. Il peut être un grand entrepreneur. Il peut être médecin, professeur. Nous avons besoin de toutes ces personnes-là. Mais il ne doit pas devenir président de la RDC parce que ce poste-là, à la minute qu'un enfant comme celui-là l'occupe, il y a des conflits d'intérêts dans lesquels il va se retrouver. Il ne peut pas trancher entre une question qui doit intéresser la RDC et la Belgique. Il aura toujours de loyauté partagée. Faut-il décider en faveur du pays de mon père ou du pays de ma mère? Pour éviter cela, nous disons que cet enfant peut tout faire dans notre pays, sauf ces postes-là qui seraient réservés aux gens qui vont décider exclusivement en faveur de la République démocratique du Congo, de notre pays. C'est ça que les Américains donc ont fait. Ils ont verrouillé chez eux. Il y a des gens très distingués aux États-Unis. Je ne sais pas si peut-être que vous êtes trop jeune pour connaître Henry Kissinger. Kissinger, c'est l'un des meilleurs secrétaires d'État jamais connus par les États-Unis d'Amérique. Il est monté, il a pris des galons, il est devenu secrétaire d'État et on lui a dit stop. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Vous ne pouvez pas devenir vice-président des États-Unis, vous ne pouvez pas devenir président américain parce que vous n'aurez pas de loyauté totale à l'égard de la RDC. Je voudrais sur ce point-là partager une expérience personnelle avec vous. J'étais étudiant, je faisais l'école de banque à New York. Quand 6 mois avant de terminer mon MBA, Master's of Business Administration en banque et finance à New York, dans le Wall Street, il y a des banques new-yorkaises qui viennent interviewer les étudiants pour les recruter avant qu'ils terminent afin qu'ils aillent travailler là-bas. Et j'ai été interviewé par 5 banques. Banque commerciale, banque d'investissement, et aussi la Banque centrale américaine. Et devinez quoi? J'étais le premier à qui on avait offert les postes. Toutes les 5 banques qui m'avaient interviewé m'ont offert des postes. J'avais le choix. Maintenant, il fallait choisir entre une banque commerciale, une banque d'investissement ou la Banque centrale américaine. Personnellement, j'avais choisi la Banque centrale américaine, la Fed Reserve Bank. Et ils m'ont même envoyé le billet d'avion. Je suis allé de New York à Washington parce que le siège de la Fed se trouve à Washington. Quand j'arrive à la Fed, le premier jour, on nous fait remplir les papiers du personnel, l'identité, tout ce qu'il faut. C'est là qu'ils découvrent que je n'étais pas américain. J'étais détenteur de ce qu'on appelle la green card, la carte verte. On m'a dit, dommage, on t'aime bien, on voudrait bien que tu puisses travailler parmi nous, mais tu ne peux pas travailler ici parce que dans les agences du gouvernement américain, les agences fédérales, on ne peut pas recruter des gens qui ne sont pas américains, qui ne seraient pas 100% loyaux aux États-Unis d'Amérique. On m'a dit, va travailler dans le secteur privé. C'est comme ça que je suis allé à la JP Morgan Chase à New York. Et il y a beaucoup d'Américains ou des résidents permanents aux États-Unis qui ne peuvent pas occuper certains postes dans les agences du gouvernement fédéral. Elles sont nombreuses, ces agences-là. La Banque centrale américaine, donc la Fed, la CIA, le FBI, le Federal Home Loan, il y en a tout plein. Il y a au moins 100 millions d'Américains, quand on dit Américains, c'est-à-dire Américains plus résidents permanents, qui sont exclus de ces postes de souveraineté. Pourquoi? Parce qu'on veut des gens qui seraient 100% loyaux à l'égard du pays, mais des gens qui ne viendraient pas avec des loyautés partagées entre les États-Unis, leur pays d'adoption, et leur pays d'origine, par exemple la RDC ou d'autres pays. Donc, ce sont des lois qui sont difficiles à comprendre dans certains milieux, mais qui sont nécessaires si nous voulons préserver la RDC en tant que pays et donner la chance à notre pays de survivre pour toujours, pour qu'on ne puisse pas tomber dans le piège de devenir un pays colonisé à travers une infiltration au sommet de l'État qu'on ne saura plus contrôler. Maintenant, vous avez posé la question de savoir comment mobiliser des milliards de dollars dont je parle dans le cadre du plan Marshall. Je vous ai dit que le plan Marshall actualisé après la Covid-19 se chiffre à 1000 milliards de dollars sur 15 ans. Je vais vous dire une chose. Cet argent-là, si nous avons beaucoup d'imagination, nous pouvons le mobiliser. Je vais vous dire comment on va le faire. Vous savez que nous avons des ressources naturelles. 38 000 milliards de dollars. C'est la valeur estimée de 1100 métaux précieux que nous avons dans le sous-sol comme étant des ressources naturelles. Vous avez
38 000 milliards de dollars et vous voulez trouver 1000 milliards de dollars. Donc, 1/40 de cela, c'est très facile à faire. Il faut être imaginatif pour arriver à le faire. Attendez que je devienne président de la République, vous allez voir comment l'argent va entrer dans les caisses de l'État. Donc, ça c'est pour blaguer. Mais je vais vous dire que c'est faisable. Ce que nous devons faire, c'est mettre en place les préalables. Je salue les efforts qui sont faits actuellement par le président de la République pour mettre en place d'abord un environnement où il n'y aura plus donc de guerre à l'Est. Si on peut avoir la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire national, on peut mettre en place un état de droit qui fonctionne. On peut avoir des mécanismes de bonne gouvernance où l'argent, tout ce qui doit aller dans les caisses de l'État, entre dans les caisses de l'État. Vous allez voir que ce pays-là est capable d'avoir un budget, pas les modiques 10 milliards de dollars que Samuel Okonde vient de faire approuver au niveau de l'Assemblée nationale. Ce pays est capable d'avoir un budget annuel, je dis bien annuel, c'est-à-dire par an, de 75 milliards de dollars. 75 milliards de dollars. C'est faisable. Si nous travaillons avec conviction, avec détermination, nous pouvons le faire. L'Angola, ici à côté, qui a une population qui représente le 1/4 de ce que nous avons, a un budget de près de 35 milliards de dollars. Le Nigeria a un budget de 581 milliards de dollars. Donc nous sommes capables d'avoir ce budget de 75 milliards de dollars. Mais si nous faisons les choses comme elles doivent être faites, les préalables d'abord, mettre fin à l'insécurité, mettre en place un état de droit qui fonctionne, mettre en place des mécanismes de bonne gouvernance et faire en sorte que tout l'argent qui doit revenir à l'État aille dans le compte de l'État. C'est pour cela que je salue les efforts qui sont faits actuellement par M. Jules Alinguete et l'IGF. Si on continue comme ça, on arrivera à cet objectif-là. Et je voudrais en profiter d'ailleurs pour demander que les autorités publiques, le président de la République et tous ceux qui interviennent dans le processus donc, de mise en place des institutions, qu'on rende opérationnels, en plus de l'IGF, d'autres organes de contrôle, tels que la Cour de compte. Pourquoi est-ce que la Cour de compte est paralysée? Pourquoi on ne peut pas installer ces magistrats-là qui font partie donc de la Cour des comptes pour que la Cour devienne aussi visible que l'IGF? Il faudrait qu'on arrive donc à rendre cet organe de contrôle effectif. Il y a aussi d'autres organes de contrôle tels que l'inspection générale de la territoriale, l'inspection générale de forces armées congolaises, de la police, tous les organes de contrôle. Il faut qu'on arrive à les activer pour qu'ils deviennent aussi actifs que l'IGF. Et vous allez voir que l'argent va entrer dans les caisses de l'État. On pourra mobiliser beaucoup plus d'argent que ce que nous pensons aujourd'hui. Donc, mon objectif de 1000 milliards de dollars faisable sur 15 ans est tout à fait réaliste. Une portion viendra, bien sûr, des investissements directs étrangers, une portion des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. Mais la grande portion de nos ressources viendra de ressources intérieures, en améliorant la gouvernance, en luttant contre la corruption, le détournement des fonds publics et en ayant ce que j'appelle tolérance zéro à l'égard de ceux qui s'amusent avec les fonds publics. Maintenant, Mme Sarah Koboline de CTM a dit que les élections auront lieu en 2023. Est-ce qu'on a besoin de recensement avant les élections? Je voudrais souligner la nécessité du recensement. On ne doit pas faire des choses simplement pour le plaisir de le faire. On fait le recensement pour les élections. Quand on veut faire le recensement, on dit on fait ça pour retarder le processus, donc pour qu'on ne puisse pas arriver aux élections, pour qu'on puisse organiser le glissement. Non, messieurs, mesdames. Le recensement est important pour plusieurs raisons. D'abord, nous avons besoin en tant que pays de connaître, nous savons combien de Congolais qui existent sur cette planète. Pour faire la conception des politiques de développement, on a besoin de savoir on a combien de gens dans ce pays. Donc le recensement est important. Il est même, en anglais, comme on dit, overdue. On aurait dû le faire hier. Mais si on ne l'a pas fait, qu'on puisse rattraper ce retard-là, qu'on puisse faire le recensement le plus tôt possible. Moi, je ne vois pas simplement les échéances électorales. Mais j'estime qu'il faut le faire pour qu'on ait des données fiables sur lesquelles on va se baser pour concevoir des politiques de développement. Je vais vous donner un exemple que tout le monde peut comprendre. Vous vous rappelez tout récemment, Transco a importé des bus. Je ne sais plus combien. Bon, je vais prendre le chiffre de 500 bus qu'on a reçus au Congo. Il fallait répartir ces bus-là entre Kinshasa et les provinces. Je vais simplifier le cas pour que ça puisse être bien clair. À supposer qu'on ait à répartir ces 500 bus entre Kinshasa simplement et Kindu Maniema. Si Kindu Maniema a une population de 1 million d'habitants et Kinshasa a 15 millions d'habitants,
qu'est-ce qu'on peut faire pour répartir ces 500 bus de façon à être juste, mais qu'on les utilise à bon escient. À mon avis, il faudrait donner à Kinshasa 15 fois plus de bus que Kindu-Maniema, n'est-ce pas? Mais on ne peut faire ces calculs-là que si on connaît que Kindu-Maniema a 1 million d'habitants et Kinshasa a 15 millions d'habitants. Et comment est-ce que vous allez connaître ces chiffres-là? C'est en faisant le recensement. Donc, pour la conception des politiques de développement, on a besoin du recensement. Pour l'organisation des élections, on a besoin aussi du recensement. Il faut le faire maintenant. Si on estime qu'on ne peut pas réaliser cela avant 2023, les Congolais ne veulent pas entendre parler du glissement. On va garder l'échéance de 2023 pour les élections, mais que le recensement soit fait, qu'il soit terminé avant ou après, peu importe, nous devons le faire. Maintenant, vous avez posé la question, Mme Sarah Kokoline, sur la proposition faite par Singhi Pouloulou, le député exceptionnel, qui a endossé notre proposition de loi. Il dit, dans sa proposition, il reconfirme le principe que la présidence de la République et les fonctions de souveraineté soient réservées exclusivement aux Congolais nés de père et de mère congolais d'origine. Je suis d'accord avec lui sur cette partie-là. Mais il a ajouté une nouvelle dimension en disant il voudrait que les gens qui peuvent postuler au poste de président de la République aient été députés nationaux ou bien sénateurs. Je ne suis pas d'accord avec mon ami, mon député national Singhi Pouloulou sur cette question-là, parce que je considère que la vision pour être président de la République va au-delà simplement de l'expérience législative. Il y a des gens qui ont conçu des plans de développement, des plans Marshall. Il y a des gens qui ont une vision globale de la gestion du pays. Il y a des médecins, il y a des juristes qui ne sont pas au Parlement, qui peuvent être aussi bons pour vendre leur vision de développement et se faire élire en tant que président de la République. Nous n'allons pas restreindre cela simplement au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale. Avec tout le respect que je lui dois, j'ai compris sa proposition et je demande aux députés d'en débattre de façon transparente et qu'on arrive donc à adopter une position qui sera bonne pour le pays. Mais j'ai peur qu'ils se retrouvent dans une situation de conflit d'intérêts. Parce qu'on demande aux députés et aux sénateurs de voter une loi qui va les favoriser par rapport au reste de la République. Il y a un problème de conflit d'intérêts. Donc, par conséquent, je voudrais demander à tous les honorables députés et sénateurs adopter la première portion de réserver les fonctions de souveraineté aux Congolais nés de père et de mère, mais mettez de côté la proposition que vient de faire honorable Singhi Pouloulou pour réserver cela aux députés, aux sénateurs, ce n'est pas nécessaire. Soyons les plus inclusifs possible. Donc, se trouve au milieu de la forêt. Il y a des arbres partout, la pousse partout. Et vous avez votre famille qui vit dedans, votre mari, vos enfants, vous vivez tous dans la maison. Mais vous savez qu'il y a de temps en temps ce qu'on appelle des feux de brousse. Là, quelqu'un peut prendre une cigarette, jeter dans la forêt, ça déclenche le feu, toute la forêt prend du feu et le feu arrive progressivement vers votre maison, habite votre famille. La question que moi je voudrais vous retourner est celle-ci. Quel est le meilleur moment pour vous de prendre des dispositions pour que votre famille, votre maison soit sécurisée de façon telle que si jamais il y a des feux de brousse, que la maison ne puisse pas prendre feu, en créant par exemple de l'espace suffisant autour de la maison, en installant le système de jet d'eau pour pouvoir éteindre le feu qui viendrait. Quel est le meilleur moment de le faire, madame? Est-ce que vous allez attendre d'abord qu'il y ait le feu pour faire cela, ou bien vous allez prendre cette disposition-là à tout moment pour parer à toute éventualité? Moi, je pense que si vous êtes responsable de votre famille, à la minute que vous avez eu cette idée dans votre tête, vous devez, dès le matin, commencer à débroussailler autour de la maison, installer le système de protection de la maison pour que ce risque-là ne puisse jamais se réaliser. Parce que s'il se réalise, devinez quoi? Vos enfants, votre mari, vous-même, tout le monde emporté par le feu. C'est ça le sens de l'urgence qu'il faut attacher à cette proposition de loi. Il est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes capacités d'analyse. Moi, j'ai eu le privilège d'être analyste. C'est-à-dire, un analyste, il voit des situations compliquées et il se dit quel est le risque que nous prenons. Quand j'ai fait cette analyse-là, et je me suis dit, tiens, notre constitution, c'est ça qu'elle dit. Elle dit,
pour être candidat à la présidence, il faut simplement être congolais d'origine. Et congolais d'origine, on a défini ça de deux façons. Pendant la période du Zaïre, on avait dit qu'il fallait être zaïrois d'origine et ils avaient précisé, virgule, né de père et de mère zaïrois d'origine. Il y a des malins qui sont venus et ils ont enlevé né de père et de mère zaïrois ou congolais d'origine. Ils ont laissé la portion simplement, il faut être congolais d'origine. Mais ils ont défini maintenant congolais d'origine comment? Il faut être né de père ou de mère congolais. Et j'ai analysé, je me suis dit, mais nous prenons un grand risque. Imaginez que les armées étrangères qui nous avaient envahis, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Zimbabwe, toutes ces armées étrangères, et on a eu toutes les armées du monde, même venues dans le cadre de la MONUSCO. Ils ont fabriqué des enfants congolais ici, avec des filles congolaises de gré ou de force, les Bosco Tanganda et consorts. Ces enfants-là, ils sont éligibles au même titre que vous et moi pour diriger la RDC. On n'a pas dit qu'on va les chasser, ce ne sont pas nos enfants. Ce sont les enfants parce qu'ils portent notre sang. Mais nous disons simplement qu'ils sont les nôtres, ils peuvent tout faire dans le pays. Mais les fonctions de souveraineté, nous voulons les réserver entre nous qui sommes les propriétaires du pays à 100%. Et cette disposition-là, ça existe partout, ce n'est pas simplement au Congo. Donc le timing de cette proposition, c'est au moment où on a identifié le risque. Et j'ai identifié ce risque-là maintenant. Il faut le gérer immédiatement. Il ne faut pas attendre que le feu vienne envahir la maison, brûler toute la maison, tuer tout le monde et nous allons nous réveiller après commencer donc à nous plaindre. Il faut agir avant que le risque ne se matérialise. C'est ça qui justifie le timing de la proposition de loi ici. Donc le temps de faire cette proposition de loi, c'est maintenant. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, si vous me suivez, je voudrais vous demander de planifier le débat entre les députés nationaux sur cette proposition de loi. Si vous ne pouvez pas le faire pendant cette session, il y a la session de mars. J'ai compris les priorités que vous avez. Les budgets de l'année 2022, le budget rectificatif de l'année 2021, la reddition des comptes de l'année dernière. Ce sont des priorités, il faut le faire dans les délais constitutionnels. Et j'ai compris aussi qu'il fallait mettre en place la CENI. On a vu tout ce que ça a pris comme temps pour arriver à mettre en place le bureau de la CENI. Maintenant qu'on s'est débarrassé de ces priorités-là, s'il vous plaît, regardez cette loi comme étant une des priorités parmi les priorités, parce que les questions de souveraineté, ça passe avant tout. Je veux bien qu'on puisse... J'ai rencontré le député national Daniel Mbao, que je salue au passage, que j'ai trouvé très intéressant. Bon, les questions des dot sont très importantes, mais je dirais qu'avant les questions des dot, il y a les questions de souveraineté, s'il vous plaît. Donc qu'on puisse passer vite à l'œuvre, qu'on organise le débat sur cette question et qu'on adopte une position pour qu'on sache où nous allons. D'après les contacts que j'ai, d'après les discussions que j'ai avec les députés, avec les sénateurs, je peux vous assurer que quand il y aura débat sur cette loi, elle va passer à 80%. Pourquoi? Parce que j'ai senti que quand il s'agit des questions de souveraineté, les Congolais sont unis au-delà des considérations politiques, des divisions que nous avons sur le plan politique d'idéologie, au-delà des questions provinciales et consorts. Je sens que tout le monde veut que la RDC reste la RDC, redevienne ce grand pays qui nous représente tous, qui nous unit tous. Donc, la certitude, on n'est jamais sûr dans la vie. Mais je sens, d'après mes calculs, que la proposition de loi va passer lorsqu'elle va être programmée au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous allez vous en rendre compte d'ailleurs, lorsqu'on va faire le tour de toutes les provinces, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une adhésion massive de la population congolaise à cette proposition de loi à travers le pays. Dans les provinces, les gens comprennent mieux les enjeux de ce que nous disons ici, surtout dans les provinces de l'Est. Les Quinois sont les Quinois. Mais je veux vous dire que la RDC va au-delà des Quinois. Mais même à Kinshasa, la proposition a un soutien massif. Donc, chacun de nous doit appeler son député et pour lui dire, soutenez cette proposition parce qu'il en va de l'intérêt du pays. Pas véritablement de Congolais. Moi, je veux qu'on puisse en discuter en toute transparence et que la majorité l'emporte. Si on adopte d'abord qu'elle devienne effective, si on la rejette, je veux respecter cela. Il y a d'autres mécanismes qu'on pourrait utiliser par la suite. On peut faire des pétitions pour avoir un nombre de signatures suffisant pour organiser le référendum. Mais ça viendra après qu'on connaisse donc les résultats qui vont sortir du vote sur la loi. Mais
Je ne veux pas faire des lignes rouges, menacer qui que ce soit en lui disant vous faites ça, si vous ne faites pas, voici ce que je vais faire. Je ne suis pas ce genre de personne-là. Je suis démocrate, je vais respecter la loi de la majorité. Maintenant, que dire à ceux qui disent que la loi elle est frustrante? Je pense que j'ai déjà répondu à cela. Toute loi est discriminatoire. Lorsque certains individus sentent qu'ils vont être pénalisés par la loi, ils sont frustrés, c'est tout à fait normal, je les comprends. Mais pour les rassurer, je vais leur dire qu'il n'y a pas que la présidence de la République et les postes de souveraineté qui existent. Moi, je me suis présenté à la présidence, j'ai perdu 100 000 $ et je n'ai rien gagné. Aujourd'hui, mais je vis très bien, je suis très heureux. Mais je viens de vous parler du projet des marchés publics, il y a d'autres projets comme ça sur lesquels je travaille. Donc, tout le monde n'est pas appelé à devenir président. Si vous ne pouvez pas devenir cela, concentrez-vous sur autre chose. Créer une entreprise dans le secteur privé, aller enseigner comme je le fais aujourd'hui dans une université, devenez médecin, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs moyens de contribuer au développement du pays sans nécessairement occuper ces fonctions de souveraineté et sans se sentir frustré éternellement à cause d'une loi. Parce que si vous êtes frustré à cause de cette loi, rassurez-vous, chaque jour il y a des lois qui sortent et qui vont sortir, qui vont vous frustrer davantage. Soyez sportif, acceptez votre sort si cela donc est confiné dans la loi. Et enfin, vous avez parlé d'un chef coutumier qui vend des terres à un expatrié. Bon, je crois que si ce sont des transactions commerciales qui ne sont pas interdites par la loi, je n'ai rien contre ça. Ça dépend de l'expatrié, il fait quoi? Si l'expatrié achète des morceaux de terre pour faire l'agriculture, créer des emplois pour les Congolais, employer les Congolais donc dans ces champs-là, je ne vois pas le problème. Là, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cet acteur politique n'a pas dit toute la vérité à ces gens-là. Ces gens-là sont des juifs. D'abord, le judaïsme, c'est une religion. C'est comme le catholicisme, le protestantisme, et ainsi de suite. Donc je ne veux pas, ce n'est pas une guerre des religions ici. C'est une guerre du sang. Est-ce que vous avez le sang congolais pour diriger la RDC ou pas? Si vous n'êtes pas des pères et des mères congolais, il faut reconnaître la logique pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Vous êtes des pères grecs, ou des pères italiens, ou des pères israéliens. C'est là que se trouve le problème. Le problème n'est pas parce que vous êtes juif. Juif, c'est une religion. Il y a des Congolais comme vous et moi qui sont des juifs. Moi, j'étais en France, il y a le représentant des juifs, quelque part là-bas, qui est un Congolais, qui est venu me voir. On a parlé et il me prêchait donc de bonnes nouvelles. Je suis très ami avec il s'appelle comment, à New York, le rabbin de New York. C'est le plus grand rabbin aux États-Unis. Il est israélien, il est juif. On est des très bons amis. Quand je m'en vais chez lui, c'est la fête au village. J'ai des amis en Israël, donc je n'ai aucun problème avec des juifs. C'est une religion comme ma religion qui est catholique, eux ils ont leur religion qui est juive. Maintenant, est-ce qu'il s'agit donc d'empêcher à un juif de devenir président? Non. Il s'agit de dire que le pays doit être géré par les Congolais. Congolais parmi nous. Si cette personne-là qui a parlé de cette façon était congolaise, il n'y aurait aucun problème. Le problème avec cette personne, c'est quoi? C'est que son père est italien, grec, israélien. Sa mère est quoi? Zambienne. Sa femme est burundaise. Mais mes amis, nous sommes si naïfs que ça pour être dirigés par des gens comme ça. On ne refuse rien à des individus de ce genre-là. Il peut avoir joué un grand rôle dans ce pays. Et d'ailleurs, ce rôle-là, il faut aller vérifier. Il était gouverneur du Katanga. Qu'est-ce qu'il a laissé au Katanga? Il y a des mines. J'ai suivi une émission de Ngoyi Mouloum dans la RTNC où il dit qu'il y avait 3 montagnes comme ça. Ces montagnes-là étaient pleines de minéraux à l'intérieur. Pendant qu'il était gouverneur, on a décimé toutes les montagnes, ça n'existe plus. Il a vendu, il a pris de l'argent, c'est devenu sa richesse. Alors, moi, je ne suis pas impressionné lorsque des individus de ce genre-là parlent de cette façon. En tant que Congolais, on doit leur dire non. On ne peut pas accepter qu'on vienne nous... En anglais, on dit bully. Donc, on vient nous monter sur le dos et tout le monde regarde, on ne peut pas donc riposter. Nous ne sommes pas d'accord. Nous n'avons rien contre les Juifs. Nous avons une loi qui dit que pour être président de la RDC, il faut être Congolais, né de père et de mère Congolais. Un point trait. Si vous ne remplissez pas ce critère-là, faites autre chose. Mais n'allez pas mobiliser la communauté internationale contre nous alors que vous dites que vous êtes l'un de nôtres. Ça montre que vous ne pouvez pas être loyal à 100% à l'égard de la RDC. Maintenant, après cet exposé magistral,
Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Cool. Chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, les chaînes y a bien. Et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides. Les chaînes moko bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele boko zala déçuté. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Équipe Mobimba et Africa Cool. Bah, félicitations. Et au monde de la chaîne, impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.